d'autres qui sont prédisposés et qui feront une hypertension en prenant du sel. Je pourrais parler de l'obésité et de l'excès calorique. Alors, ça, c'est un domaine qui est aussi sensible sur le plan, je veux dire, personnel. Mais les deux réalités coexistent. Devant le même régime, il y a des personnes qui grossissent et des personnes qui ne grossissent pas. Et donc, de ce point de vue-là, c'est un problème inné et génétique. Oui. Mais évidemment, quand on arrête de manger, tout le monde maigrit. Donc on peut agir là-dessus. Et de ce point de vue, c'est un problème environnemental. C'est les choix qu'on fait de manger plus ou moins. Les deux réalités se mélangent. Dans cette partie centrale où je parle de susceptibilité, donc de prédisposition multigénique, polygénique. Et puis peut-être un petit mot de réflexion, c'est que la raison pour laquelle on a une épidémie d'obésité actuellement dans le monde occidental, c'est l'accès à plein de nourriture qui n'est pas bonne. Mais si nous portons des gènes qui nous portent à risque de complications d'obésité aujourd'hui, c'est parce que ces gènes-là ont permis à nos ancêtres de survivre aux famines. Sinon, on ne serait pas là. Qu'est-ce que je préfère pour mes enfants? Quelque chose qui permet d'éviter l'obésité ou un gène qui permet de ne pas mourir en cas de famine? Je ne sais pas vous, mais moi je ne suis pas tout à fait sûr de l'avenir et peut-être que les mêmes allèles de gènes sont favorables ou défavorables suivant le contexte. Et ça, c'est un point qu'il faut savoir aussi. Donc, notre but en médecine génétique n'est pas d'améliorer le génome. Notre but est d'améliorer la santé des gens qui souffrent à cause d'un problème génomique maintenant. Alors, je vous disais 2 à 10%. Mais vous connaissez peut-être l'histoire d'Angelina Jolie, qui a révélé il y a une dizaine d'années qu'elle s'était fait faire une chirurgie préventive parce qu'elle se sait à risque de cancer du sein et de l'ovaire hérité dans la famille. C'est un domaine qu'on connaît très très bien, les mutations des gènes BRCA qui donnent des risques combinés de cancer du sein et de l'ovaire dans des familles. Eh bien, au final, la statistique, c'est que 5%, peut-être 10%, des cancers du sein en général sont dus à une telle prédisposition génétique. Et leur prise en charge est différente pour la patiente et pour sa famille. Parce qu'on peut identifier dans les familles, avec tout l'encadrement psychologique, préparation et accompagnement nécessaire. Mais techniquement, il y a moyen de savoir si une fille d'une patiente qui a fait un cancer du sein ou ovarien d'origine génétique porte le risque ou pas. Et ce sera de nouveau pile ou face 50-50. Alors, parmi nos malades, la statistique des 5% des personnes qui ont une maladie génétique pourrait être parfois nettement augmentée encore. Cette étude-là, il y a quelques années, recherchait avec les moyens actuellement disponibles parmi des patients qui ont une maladie rénale attribuée à l'hypertension. Maladie rénale qui les conduit en dialyse, rein artificiel, donc vraiment terminale, mais attribuée à des causes banales. Et si dans ces patients-là, on fait quand même un test génétique, on se rend compte que 17% ont une cause génétique qui était non identifiée jusque-là. Pour la majorité de ces patients, ça ne va rien changer, peut-être pour leur famille, oui. Mais pour un petit sous-groupe de ces 17%, ça change tout. Et je vais vous donner un exemple. Ça change tout même avant la thérapie génique. Je vous parle donc de ces maladies mendéliennes individuellement rares, mais qui ensemble touchent 5% de la population, peut-être 15% des patients symptomatiques. Et si je prends quelques exemples, je vous ai parlé de ce cas excessivement rare, mais très exemplatif, parmi les patients qui se plaignent de douleurs articulaires et de rhumatisme. Ça se traite par un médicament pas cher. Je pourrais vous parler d'une autre victoire médicale qui est une maladie métabolique innée qui détruit, si j'ose dire, les chances du cerveau de se développer complètement. Les enfants sont normaux à la naissance, mais ont un problème de métabolisme qui fait qu'une substance toxique s'accumule et dégrade leur cerveau. Aujourd'hui, on le dépiste à la naissance. La maladie s'appelle phénylcétonurie, ça se traite par le régime. Ces enfants ont aujourd'hui une intelligence normale. Et donc le diagnostic, c'est précis parmi le groupe de ces 2% de la population qui a un déficit intellectuel. Dans ces 2%, il y a 1 sur 10 000 qui a cette maladie-là. Et d'autres ont d'autres diagnostics spécifiques. Celle-là est traitable pour vraiment pas cher et ça transforme la vie de ces patients. Je vous parlais de problèmes rénaux. Voici une maladie dans laquelle, pour simplifier, le rein se calcifie et puis ne fonctionne plus. En ignorant la cause, on pourrait proposer une greffe rénale, qui est le meilleur traitement actuellement des insuffisances rénales, mais la maladie réapparaîtrait sur le nouveau greffon
Et la greffe, au bout d'un certain temps, ne servirait plus à rien, pardon, parce que le problème est combiné entre le rein, qui est l'organe cible, et le foie qui produit, à cause d'un problème génétique, de nouveau une substance qui intoxique le rein. Donc le traitement pour cette maladie-là, c'est une greffe combinée du foie et du rein. Si vous l'ignorez, vous perdrez. Alors, ces quelques exemples sont listés ici, et je voudrais vous en parler un peu mieux de cette maladie de Gaucher, où souvent on considère qu'il s'agit d'une anémie ou d'un défaut de plaquettes qu'on ne comprend pas trop bien, peut-être un syndrome de type leucémie, on essaye une chimiothérapie, ça ne marche pas, jusqu'à ce qu'on se rende compte du diagnostic, et il est traitable. Et le traitement de cette maladie va vous introduire un peu mieux le concept de thérapie génique. Voilà la présentation, la photo que je vous ai déjà montrée. Et le défaut de cette maladie est que, à cause d'un gène qui ne fonctionne pas, un outil moléculaire n'est pas produit. Des petits ciseaux moléculaires qu'on appelle des enzymes, qui ont un rôle bien précis. Ici, il s'agit, représenté par ma petite paire de ciseaux rouges, d'une enzyme. Le grand rectangle représente une cellule, le rond avec DNA et gènes, c'est le noyau de la cellule, et puis les deux petits cercles avec une paire de ciseaux dedans représentent un compartiment de la cellule qu'on appelle le lysosome. Le principe, c'est que la cellule produit constamment une substance qui est un type de grosse molécule, représentée par la barre verte là, et la dégrade constamment et puis la refait en le recyclant. C'est comme ça que ça fonctionne pour que toutes les molécules aient la chance d'être réparées, refaites. Pendant que nous parlons, vous faites ça dans certaines de vos cellules. Si les petits ciseaux manquent parce que le gène nécessaire à les fabriquer est déficient, avec le temps va s'accumuler ce produit dans les lysosomes et par une chaîne d'événements encore mal comprises, conduire au phénotype, à la maladie que je vous ai montrée avec un gros foie, une grosse rate et des problèmes sanguins, des problèmes osseux. C'est une maladie qui est fortement invalidante. On s'est rendu compte qu'il suffisait de produire l'exemplaire normal de ces petits ciseaux, de cette enzyme, à partir d'un gène normal, qui est le demi-cercle rouge là, par biotechnologie dans des gros réacteurs pleins de cellules d'industrie, et de recueillir ce qu'elles produisent, le conditionner dans une flapule et puis l'injecter au patient de façon régulière pour qu'il trouve son chemin jusque dans les lysosomes. La grande flèche rouge représente une perfusion. Chez les patients, on les voit toutes les 2 semaines, on leur perfuse le médicament sous forme de cette protéine. Ce n'est pas le gène, mais c'est le produit du gène. Et on se rend compte que ça marche. Donc voici une image de la grande série clinique du professeur Ari Zimram en Israël, qui montre cette petite fille avant et après traitement. Elle a récupéré son développement staturopondéral, elle a déclenché une puberté, et ça c'est une success story en génétique qui date de maintenant une 30aine d'années. Mais elle démontre un concept, c'est que pour au moins cette maladie-là et sans doute d'autres, le défaut peut être compensé par l'injection du produit manquant. Ce n'est pas vrai pour toutes les maladies, mais au moins pour certaines. Voilà quelques autres exemples de maladies de la même classe qui aujourd'hui bénéficient d'une enzymothérapie, en anglais Enzyme Replacement Therapy, en français traitement de substitution enzymatique. Vous avez compris le système, on injecte ce qui manque, ça trouve son chemin et le patient guérit, ou plutôt se stabilise, les lésions régressent et la vie se normalise. Et donc, partons de ce concept, puisque l'injection itérative de l'enzyme recombinant est efficace, alors on peut transposer ça dans thérapie génique en se disant qu'on va insérer la copie normale du gène dans un vecteur, c'est-à-dire un outil moléculaire qui permet de le diffuser dans l'organisme. On l'injecte au patient et l'enzyme sera produite dans l'organisme du patient lui-même, et peut-être de façon très prolongée. Alors, je ne voudrais pas déflorer la prochaine leçon, mais quand je parle de virus, vous savez que les virus sont des êtres vivants partiels capables de détourner à leur profit la machinerie cellulaire et faire produire leurs molécules pour se reproduire à nos dépens. Mais la biotechnologie a réussi à changer les virus de 2 manières. La première, c'est d'enlever ce qui est toxique du virus, donc il se reproduit un peu, mais ne cause pas de dégâts.
et au contraire d'obliger le virus à transporter le gène humain qui nous intéresse afin qu'il produise ce gène humain plutôt qu'un toxique. Et voilà une manière d'apprivoiser un ennemi à travailler pour nous. Il s'agit de vecteurs viraux de la thérapie génique. Alors, j'espère être clair. Peut-être que ceux d'entre vous qui, on va peut-être faire un petit test, vous voulez bien me faire signe si jamais ceci est vraiment trop technique et que mes explications ne sont pas claires. Me faire un signe si ça va, ok, allons-y, continue. Alors, merci, je continue comme ça. Alors, je vous parlais de cette maladie, mucoviscidose, et c'est le contre-exemple, c'est la failure story de la thérapie génique. Le gène de la mucoviscidose a été identifié en 89. Moi, je commençais ce métier, je m'en souviens très très bien. Et on s'est dit, ok, maintenant, on a cassé le problème. On a une brèche dans cette maladie. On va pouvoir enfin traiter ces enfants parce qu'on a le gène. On va pouvoir en faire une copie normale. Et comme c'est un gène déficient dans le poumon, ce n'est pas un truc qui se surexprime, qu'il faut éteindre dans toutes les cellules. Non, c'est quelque chose qui manque. Et donc, il suffira de le remettre pour qu'il élimine ce qui s'accumule comme un évier qui se vide. Il n'est pas nécessaire de traiter toutes les cellules. Ça va être fantastique. Et sur le papier, ça marchait très bien. La réalité s'est opposée à cette vision. La réalité est tenace. Les faits sont têtus. Et donc, la réalité biologique est souvent très compliquée. C'est ça que je voulais vous dire par une chaîne d'événements encore mal compris quand je parlais de la maladie de Gaucher. C'est qu'on connaît bien les gènes de maintenant des milliers de maladies. Et on connaît leur expression clinique. Mais on ne sait pas ce qui se passe entre les deux. Il y a vraiment le gène qui cause un déséquilibre, qui en entraîne un autre, qui finit par causer des problèmes multiples et l'expression clinique. Il n'est pas toujours évident que corriger le défaut génétique au moment où on le fait, quand on voit le patient, suffise. Peut-être qu'il aurait fallu le faire en cours de grossesse. Peut-être qu'il faut le faire dans des cellules très difficilement accessibles. Peut-être qu'il faut le faire dans 99,99999% des cellules pour qu'on soit efficace et que notre efficacité n'atteint pas encore ce niveau-là. Donc tout ça sont des obstacles qui dépendent maladie par maladie et qui font que le concept n'est pas simple pour tous. Une taille ne suffira pas à tous les gènes. Alors pour la mucoviscidose, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des énormes efforts de recherche indépendants un peu partout dans le monde, parce que la maladie n'est pas très rare, et qu'on a fini par trouver par essai et erreur, comme on a découvert la pénicilline ou comme on a découvert d'autres médicaments, un médicament, plutôt une association de 3 médicaments standards, pas des gènes, pas des molécules de biotechnologie, mais juste des molécules, comme on en trouve dans les antibiotiques ou l'aspirine ou autre chose, qui modifient la cause, l'expression protéique du gène déficient. Alors, j'enlève mes grands mots, on a un traitement pour 90% de ces patients-là. Et ces patients, voici une autre dia historique d'un enfant qui représentait l'histoire naturelle de la maladie dans les années 50-60, avec une espérance de vie de 12 ans. Le jeune homme, là, c'est Grégory Lemarchal, qui a été très très bien, que c'était un chanteur doué, qui était, on dit pour la mucoviscidose que quand les patients vont bien, mais quand ils vont mal, ils vont très mal. Et puis, il a été emporté par la maladie en début de trentaine, ce qui est assez classique. Aujourd'hui, ce que constatent mes collègues pneumologues spécialisés, c'est que les patients semblent transformés par les nouveaux médicaments et que c'est une révolution médicale, un peu comme les antibiotiques ont été une révolution médicale pour les maladies infectieuses, les pneumonies, les méningites, etc. Donc ce n'est pas un traitement de thérapie génique, mais c'est un traitement qui cible le gène et qui n'aurait pas été possible sans la connaissance du gène qui a guidé les efforts empiriques de découverte. Enfin, il ne sera peut-être pas nécessaire d'avoir un traitement spécifique pour chaque gène de maladie. Peut-être qu'on a des effecteurs moléculaires communs. Je m'explique. Imaginez que le problème vienne du défaut du gène B et que le gène B apparaît si A et C sont présents. Si A manque, B n'est pas là et le problème sera présent. Si C manque, B n'est pas là et le problème sera présent. Et puis bien sûr, si B manque, le problème sera présent. Les trois causes, A, B, C, conduisent au même problème clinique. Donc ici, dans un contexte comme celui-là, il suffirait d'avoir une thérapie génique pour B, et ça traiterait les trois problèmes A, B ou C. Alors cette idée de
voie métabolique commune avec un effecteur commun est très connue en biochimie. Et je voudrais revenir avec vous sur cet exemple de maladie classique, mais rare, qui est le défaut de dégradation de la tyrosine, qui est un des acides aminés qui constituent nos protéines. On en mange tous les jours, il faut l'éliminer tous les jours. Si on n'est pas capable de faire ça, il s'accumule et cause une toxicité. La toxicité dans cette forme-là est compliquée. Voilà une voie métabolique. Alors ça, c'est vraiment pour les professeurs de biologie du collège et de l'université. C'est une de ces cuisines médicales et moléculaires dont nous sommes friands, qui prend des mots de substances improbables et qui montre comment, depuis la tyrosine, qui est un composant normal de l'alimentation, on arrive à ces deux composés, ces deux substances que le corps doit éliminer, qui s'appellent fumarate et acétoacétate, à vos souhaits. Mais le problème ici, c'est entre les deux, il y a transitoirement des substances très toxiques qui sont éliminées vers le bas. Qu'est-ce qui se passe si on a un bloc d'une de ces substances très toxiques? Un bloc en avant. Le petit FAH en rouge là, c'est l'enzyme nécessaire à ce que le flux passe de haut en bas et que ce soit éliminé dans les urines. Si cet enzyme est déficient, parce que le gène qui le produit est déficient, le bloc ici, comme quand il y a un embouteillage sur une autoroute, la circulation est ralentie, les voitures s'accumulent en amont, et on est tous bloqués dans l'embouteillage, et bien ici, on a la même chose, c'est que cette substance-là, cell toxicity, indique des substances qui ne devraient jamais se trouver en quantité détectable et qui alors abîment le foie et le rein. Voilà. Tout ça pour arriver à un médicament qu'on a trouvé aussi tout à fait par hasard, dont le nom est NTBC, qui est capable de freiner le flux. Et donc ça évite l'accumulation des toxiques dont je viens de vous parler. À quel prix? Au fait qu'on accumule de la tyrosine tout en haut. Un peu comme si on bloquait des voitures en amont d'un pont pour éviter qu'elles s'accumulent plus loin, là où il y a un incendie. Est-ce que c'est grave d'accumuler les voitures en amont d'un pont? Non, on pourrait peut-être faire une voie de détour pour éviter cela, et c'est exactement ce qu'on fait. L'accumulation de tyrosine cause une partie du problème qui est juste l'atteinte des yeux, et ça se traite par un régime pauvre en tyrosine. Donc on va transformer une maladie extrêmement sévère et mortelle en un problème visuel traitable et beaucoup moins sévère par ce médicament NTBC. Voilà une enfant non traitée. Une enfant traitée, ça vient d'Internet, ce n'est pas mes patients, j'ose plus montrer des photos de mes patients aujourd'hui. Et je pourrais vous raconter l'histoire de la découverte de cette molécule NTBC qui est absolument fantastique. Elle traite des patients pédiatriques qui étaient voués à une mortalité précoce après une vie difficile. En fait, ça a été trouvé, c'était un médicament comme, initialement utilisé non pas comme médicament, mais comme substance herbicide pour désherber les mauvaises herbes. Et pour être sûr que ce n'est pas de toxicité à la population, on a fait des essais sur les rats, et puis on s'est rendu compte que les rats développaient une kératite. Alors on s'est dit, on ne peut pas utiliser ça, il faut prévenir les gens qui risquent d'avoir un problème oculaire. Et puis on a regardé la cause de la kératite chez les rats, on a vu plein de tyrosine dedans, et puis quelqu'un a eu l'idée géniale de se dire, mais ce rat, il en fait une tyrosinémie type 1, mais alors ça veut dire que ça bloque la voie. Et toute l'histoire a été reconstituée par des collègues que je trouve extrêmement subtils. En tout cas, on a un traitement pour cela. Mais ce traitement est également un traitement pour la maladie décrite par Garreau, dont je vous parlais il y a quelques minutes, cette arthrite avec les oreilles qui deviennent noires et les urines qui deviennent noires. Le problème se trouve dans cette même voie métabolique. Et donc on peut, de la même manière, avec ce même médicament, qui coûte 3 francs et qui est vraiment facile à produire, traiter les deux maladies génétiques. Il faudra bien peser la balance des bénéfices et des risques. Est-ce qu'on préfère avoir une polyarthrite ou une atteinte visuelle? En tout cas, la question doit être débattue avec nos patients. Mais le principe, de nouveau, que je vous répète, c'est cible moléculaire génétique avec un traitement très spécifique sur cela. Pour le moment, je vous parle de traitement par des molécules de la pharmacie générale, mais elle valide le concept de thérapie génique par correction génétique. Et je pourrais allonger la liste. Le but de cette diapo est de vous parler en haut
de diagnostic de précision permettant un traitement de précision. Et mon premier exemple était cette polyarthrite chez ce patient. C'est une alcaptonurie, ça se traite par médicine. Le deuxième, c'est déficit intellectuel non spécifique. Non, si, il est spécifique chez ce patient qui présente une phénylcétonurie, ça se traite de façon précise par un régime bien particulier qu'on prescrit à un enfant sur 10 000, etc. Alors, je voudrais, dans les 10 minutes qui restent, terminer sur quelques exemples et un élargissement de ce concept, une généralisation. Voici à gauche la photo que je vous ai déjà montrée d'un patient qui présente cette faiblesse musculaire parce que les cellules de sa moelle épinière dégénèrent très rapidement après ou autour de la naissance et ne permettent plus de contracter les muscles, y compris les muscles respiratoires. Voilà un enfant traité par thérapie génique, par une petite molécule qui cible la mutation et fait que le gène se réexprime, que les cellules neurologiques de la moelle ne meurent pas, et ces enfants semblent retrouver un développement normal ou quasi normal d'après le recul d'une dizaine d'années dont on dispose déjà. À tel point que, dans mon pays d'origine, en Belgique, on a déjà mis en place un dépistage néonatal parce qu'on se dit qu'on ne veut pas attendre les symptômes, ce qui est perdu ne revient pas. La Suisse est en train de l'adopter par des efforts combinés de mes collègues de neuropédiatrie et je pense que c'est une très très bonne chose. La fréquence de cette maladie justifie que l'industrie développe ces médicaments-là. Je n'ose pas vous dire le prix du deuxième médicament. Alors la publicité, c'est injection unique, l'enfant est guéri. Mais le coût, c'est 2 millions. Donc ça aussi a posé des questions, je dirais, d'éthique, d'accès aux soins, de distribution. Ces 2 millions, c'est génial pour ce bébé, mais qu'est-ce qu'on ne fera pas pour la population en les déplaçant là-dessus? Encore une fois, mon point de vue optimiste est que les coûts de production vont chuter d'ordre de grandeur dans les années qui viennent. Mais ici, je vous en parle pour vous dire que le nombre de patients, un bébé sur 5000, c'est pas rarissime, justifie que l'industrie s'est proposée pour produire ce médicament-là, avec quelques incitants légaux qui fait que si on fait un médicament pour une toute petite population de maladies rares, il y a des avantages économiques pour l'industrie qui le produit. Aujourd'hui, on a non pas un, mais 2 thérapies géniques, l'un par une petite molécule appelée ASO et l'autre par un virus recombiné. Ces maladies génétiques, c'est la courbe rouge qui est là. Vous voyez que si je représente ici en l'axe des Y le nombre de nouveaux cas observés, des nouveaux patients dont on voit qu'ils sont malades, en fonction des étapes de la vie, les maladies génétiques mendéliennes dues à un seul gène sont là en rouge, avec sans surprise un pic d'incidence dans les âges pédiatriques, autour de la naissance et un peu après. C'est assez logique quand on y pense qu'un problème écrit dans l'organisme dès avant la naissance s'exprime tôt. Mais ce qui est intéressant, c'est ces autres cas ici, et ça, ces nouveaux cas à 30, 40, 50, 60, 70 ans, ça pourrait être un nouveau cas de maladie de Huntington, comme le premier patient que je vais vous montrer. Pourquoi est-ce qu'il ne se passe rien pendant 50 ans? C'est une autre question. Mais en tout cas, c'est ce qu'on observe. Ces patients vont très bien, ils deviennent parents, souvent grands-parents, et c'est là que les problèmes apparaissent. Ou bien un nouveau cas de cancer ovarien ou de cancer du sein chez une femme de 35, 45, 65 ans à cause d'une mutation BRCA. Ensemble, toutes ces maladies font 5% de la population générale. Ça fait des centaines de millions de personnes de par le monde qui, en général, ignorent leur diagnostic. Pour les maladies pas trop rares, la définition d'une maladie rare, c'est une maladie qui touche moins d'une personne sur 2000. Et les maladies génétiques sont des maladies rares. Presque toutes les maladies rares sont des maladies génétiques. Alors pour ces cas-là, qui ne sont pas trop rares, on se trouve dans le cas de la mucoviscidose ou de la myotrophie spinale, où l'industrie développe un médicament, et c'est magnifique. Et pour des maladies extrêmement rares, qui touchent une personne sur 1 million, jamais une industrie ne ciblera le marché correspondant. Il faut trouver une autre solution pour inclure ces patients dans l'effort de traitement. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? Les maladies ultra rares, dont beaucoup touchent moins d'un patient sur 1 million, pourraient représenter ensemble plus d'1% de la population. Et donc ici, il va falloir inventer une autre approche pour les prendre en charge en thérapie génique. Un exemple est cette petite patiente qui présente une maladie extrêmement rare qui lui cause un trouble du développement cérébral accompagné d'épilepsie, pour lesquels les traitements antiépileptiques ne fonctionnent pas.
l'avenir est extrêmement sombre, ces patients se dégradent, on ne peut rien faire. Et donc c'est le cas de ce type de présentation médicale où on est autorisé à des approches plus expérimentales, bien contrôlées, sans prise de risque inutile, mais avec une certaine prise de risque. Bien sûr en accord avec les parents. Et donc pour ce genre de situation, un cadre légal s'est développé, à la fois pour permettre une prise en charge de ces patients et permettre une validation de ce qu'on apprend en les soignant. Le concept pourrait passer, par exemple, par un traitement personnalisé pour cette mutation de ce patient, basé sur ce qu'on appelle un oligonucléotide antisens. Alors, pardon pour ce nom compliqué, mais représentez-vous cela comme un petit morceau d'ADN qu'on peut fabriquer à la machine pour pas trop cher, de l'ordre d'un millier de francs. La difficulté étant de savoir exactement ce qu'on doit construire pour cette mutation du patient, pour que ça traite le problème sans causer d'autres problèmes ailleurs. Ça, c'est un know-how qu'on est en train d'acquérir en médecine génétique et en biologie moléculaire, mais qui permettrait, au moins pour certains patients, d'avoir un traitement fait sur mesure, abordable et utile. Dans certains cas, donc, ces oligonucléotides antisens sur mesure permettent soit d'activer un gène qui n'était pas chez certains patients qui en ont besoin, chez d'autres d'éteindre un gène toxique qu'il faudrait éteindre. Alors cette longue dia, tout n'est pas intéressant dedans, mais le principe c'est le N of one. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la série de patients sur lesquels vous faites votre expérience médicale est constituée d'un seul patient. Et ça c'est totalement contraire à tout ce qu'on a fait comme progrès médical sur les 50 dernières années, qui a été de contrôler ce que nous faisons, d'utiliser une approche expérimentale qui nous permette de savoir si le traitement que nous croyons utile est vraiment utile. Et si je peux me permettre encore une digression, on a cru, ou certains ont cru, que la chloroquine c'était utile pour le Covid. Et donc certains ont prescrit de la chloroquine. Je prends un sujet polémique parce que moi, je me disais à ce moment-là, ok, mais la nature est têtue, elle est rebelle, elle est complexe. Parfois, on croit bien faire, mais on fait pire. Et il y a des risques d'avoir des effets secondaires de la chloroquine dans le contexte Covid qui n'existe pas dans les contextes où on l'utilise habituellement. Qu'est-ce qu'on sait? Il faut quand même vérifier ça. On se rend compte aujourd'hui que la chloroquine a fait des suppléments de mortalité. On a cru bien faire, mais on ne savait pas. Donc, il faut toujours, autant que possible, contrôler que ce qu'on fait est vraiment utile et d'abord ne pas nuire. D'abord ne pas nuire. Pardon pour cette dia en anglais, mais les 4 bullet points qui sont là sont 4 publications sérieuses de la littérature qui montrent que le N of one peut fonctionner et qu'on peut se permettre d'avancer en tâtonnant avec des prises de risques équilibrées et en apprenant de nos essais. L'idée, c'est que le patient ait son propre contrôle et qu'on est autorisé à le traiter dans l'optique d'un traitement amélioré et sous la condition qu'on fasse le nécessaire pour apprendre du traitement pendant qu'on le donne. Et il existe un cadre légal. Pour ceux que ça intéresse, voici les directives européennes qui encadrent ce genre d'approche. C'est vous dire à quel point elles sont perçues comme importantes pour inclure des patients avec des problèmes extrêmement rares, jusqu'à ce qu'on en fasse une législation spécifique. Et comme vous savez, la Suisse adopte la législation européenne presque systématiquement. Donc ce cadre-là est transposable avec les accords nécessaires dans notre pays. L'idée est donc de répondre à des besoins jusque-là non couverts. Et nous participons à une demande de crédit actuelle pour tenter de mettre en place les traitements par ces petits morceaux d'ADN d'une façon très très documentée. L'idée est la suivante. On voudrait tester les cellules du patient in vitro avant de lui proposer le traitement qu'on croit utile. Il y a aujourd'hui moyen de prendre des cellules de la peau, c'est-à-dire imaginez que je prenne un bic et que je fasse un petit rond de peau là, que je coupe cela, que je le prenne de façon stérile, je le mets dans une boîte de culture, je mets un peu de pommade sur ce prélèvement de 3 mm, pommade antibiotique, ça fait une croûte, la croûte s'en va, c'est réparé, mais j'ai les cellules de mon organisme ou de l'organisme du patient.
Et si mon patient présente une mutation qui cause son problème cérébral, les cellules la portent. Et je peux expérimentalement transformer ces cellules, les faire remonter leur différenciation depuis la cellule originelle, l'œuf fécondé qui a donné toutes les cellules du corps. Celle-là est devenue une cellule de peau, de fibroblaste de la peau. Et puis j'ai fait un chemin différent qui la transforme en neurones. Et ces neurones s'organisent comme un vrai cortex. Et ces approches qui existent depuis une quinzaine d'années permettent de faire des organoïdes tridimensionnels qui reprennent les structures cérébrales qui ont une activité électrique cérébrale et qui nous permettent alors de refaire le film du problème du développement et surtout d'avoir des cellules et de voir si notre traitement proposé peut être efficace dans quelque chose qui ressemble plus à un cerveau que simplement une cellule de la peau telle qu'on avait accès jusqu'ici. L'idée est de faire une production à moyen débit pour plusieurs dizaines de maladies différentes. Et ça nous permettrait aussi d'épargner des animaux de laboratoire, comme des souris ou des poissons, qu'on essaye de ne pas faire souffrir inutilement pour nos expériences. Par ailleurs, ça coûterait nettement moins cher. Et l'idée est donc de passer des cellules prélevées chez les patients, les différencier in vitro, et alors tester une série de molécules dont on espère qu'elles soient utiles sur cette mutation-là, et d'avoir des arguments plus solides sur un bénéfice cellulaire avant de proposer un traitement au patient, le comparant lui-même dans ses approches N of 1. Enfin, vous ayant dit tout ça, je voudrais terminer sur les obstacles à la thérapie génique. Pour moi, je vous parle de concepts, mais certains sont d'application. Je vous ai montré l'histoire de ce bébé avec cette amyotrophie spinale, cette faiblesse. Ces bébés sont transformés. Des thérapies sont en train d'être développées pour d'autres maladies assez fréquentes comme l'anémie à cellules falciformes ou d'autres. Et je pense que ça peut aller assez vite. Ce matin, on avait une conférence de presse au HUG avec mes collègues d'ORL, avec qui on collabore, pour trouver les causes de déficit auditif et mieux les traiter. Et le professeur Zen mentionnait qu'il y a des rapports d'un traitement d'une forme excessivement rare de surdité par thérapie génique. Mais les enfants entendent, on leur a injecté quelque chose dans l'oreille interne, ça c'est de la grande technologie, mais parce qu'on savait exactement ce qu'ils avaient, ce nouveau vecteur de thérapie génique a pu leur être proposé et ça marche. Pourquoi celui-là dans une maladie si rare? Tout simplement parce que ça marche. C'est passer les obstacles que je vous montre là, et ça de nouveau, ça se fait de façon très empirique, même quand on sait exactement quelle est la mutation à cibler. Les obstacles, c'est la chronologie. Par exemple, lorsqu'un gène s'allume à un moment donné pendant le développement fœtal, fait son rôle et puis s'éteint, et que l'enfant qui naît un problème post-natal, ça sert sans doute plus à rien de complémenter ce gène-là, parce qu'il a fait son travail, on est beaucoup trop tard. Il faut aller agir ailleurs, et c'est ça qu'il faut apprendre à connaître. Le dogme en médecine dit que si une anomalie du développement est installée, on ne peut plus la récupérer. Mais on connaît au moins un exemple de quelque chose qui a régressé d'une façon que les chercheurs eux-mêmes ne croyaient pas avant qu'elle devienne tellement évidente qu'on a traité d'autres cas et qu'on voit que ce dogme même peut être, dans certains cas, dépassé quand on est très optimiste. Et puis il y a des problèmes techniques, il y a des gènes trop grands pour être impactés dans les vecteurs actuels, il faut que les cellules soient accessibles. Les cellules de l'oreille interne, ce n'est pas très facile d'accès, mais d'autres le sont encore moins. Parfois le gène est exprimé dans un petit sous-groupe de cellules très évanescent, et il ne suffit pas de le perfuser dans le sang pour qu'il atteigne son compartiment. Et puis encore plus simplement, il faut que nos patients aient un accès au diagnostic, aient un accès aux soins qui leur permettent de bénéficier de ces technologies-là. Enfin, je voudrais généraliser ce concept. Je vous ai parlé des maladies génétiques rares parce que celles-là, on sait qu'elles sont dues à une molécule unique. Et on sait que pour certaines que je vous ai présentées, agir sur cette molécule guérit ou traite le patient. Donc le concept existe. Mais après, la même molécule peut être importante chez des patients qui ont une maladie similaire dont la cause n'est pas génétique. Et je voudrais vous parler d'un exemple que je connais, qui est celui-ci. Voici un petit patient qui est né avec un défaut volumique du développement du cerveau. Il a un cerveau 3 fois trop petit, et ce patient-là deviendra un adulte avec une certaine limitation intellectuelle. Le patient à gauche, la petite patiente, elle est née au Brésil pendant l'épidémie d'un virus qu'on appelle le virus Zika,
et qui infectent les cellules, les progéniteurs neuraux qui permettent au cerveau de se développer. Les deux ont des causes extrêmement différentes. Le résultat est le même, cerveau trop petit, mais dans l'un, c'est un virus qui passe la barrière placentaire de la mère enceinte, arrive dans les cellules du cerveau en développement, les infecte et les empêche de proliférer. À droite, la cause est génétique. Voilà un de ces pédigrés tels que nous les faisons tous les jours en clinique. Papa, maman, 7 enfants, 3 garçons et une fille atteinte, une fille et 2 garçons qui vont bien. Ça, c'est les mêmes patients adultes. Ils ont une vie qui peut être normale si elle est bien entourée, mais ils ont clairement des limites dans leur développement intellectuel. Le but de ceci est de vous dire que les causes moléculaires sont en grande partie les mêmes. Quand vous analysez les modèles cellulaires de l'un et de l'autre, vous voyez que les effecteurs cellulaires, ce qui manque, c'est la même chose. Un peu comme si, qu'est-ce que je pourrais trouver comme exemple, il manque des tuiles sur le toit, que ce soit parce que quelqu'un les a enlevées ou parce qu'on ne les a pas livrées, ça revient au même. Donc ce qu'on apprend par les maladies génétiques est extensible à leurs équivalents non génétiques. Et les traitements, si un jour on en a pour cette maladie, mais certainement pour d'autres, pourraient être exactement les mêmes. Donc les outils de thérapie génique, aujourd'hui ciblant des maladies rares, pourraient avoir un bénéfice beaucoup plus large une fois qu'on les aura maîtrisés et maîtrisé les coûts. Enfin, il y a quelques éléments. Est-ce que j'ai encore 3 minutes ou pas? Ça va être court. 3 minutes. Il y a peu de choses qui sont vraiment spécifiques à la génétique par rapport aux autres tests. Mais disons que si je séquence votre génome, j'ai séquencé immédiatement la moitié du génome de chacun de vos enfants, la moitié du génome de chacun de vos frères et sœurs. Est-ce que je dois avoir leur accord pour vous tester? Aussi, les anomalies génétiques sont présentes dès la naissance, 50 ans avant l'apparition des symptômes de la maladie de Huntington. Et puis, ils sont présents après le décès. On pourrait retrouver des mutations génétiques dans des prélèvements de pathologies cliniques, des morceaux de tissu qu'on a regardés au microscope. On peut le voir en prénatal. Voici Sophie Daumier, qui était une actrice qui est morte d'une maladie de Huntington. Ces questions-là sont spécifiques à la génétique, mais sinon, la génétique, c'est comme tout le reste en médecine, ça va être protégé en termes de data, mais pas plus. Actuellement, il y a, je pense, une telle fascination pour la génétique, on lui prête des pouvoirs qu'elle n'a pas encore, malgré l'enthousiasme que j'essaye de vous communiquer ce soir, mais aussi alors donc des potentiels de nuisance qu'elle n'a pas non plus. Et elle est très fortement entourée sur le plan légal, ce qui fait que les avancées en génétique sont freinées par rapport à d'autres domaines. C'est jamais facile, c'est pas facile en cardiologie, c'est pas facile en néphrologie. En génétique, c'est encore plus régulé et ça met des freins supplémentaires. Est-ce que c'est utile? Je ne sais pas, mais je soumets à votre réflexion que beaucoup d'entre nous ont fait d'entre vous, on fait des tests salivaires, on envoie un peu de salive, on vous dit que vous êtes à 15% viking, à 10% nord-africain, l'ancestalité, c'est génial. Mais vous avez sans doute cliqué en bas des trucs en tout petit qui ne sont pas lisibles et qui dit que oui, je suis d'accord que mes données soient conservées, vous en faites ce que vous voulez, mais dites-moi que mon origine ethnique. Donc, pour votre génome, vous êtes d'accord qu'il soit vu et lu et utilisé par l'industrie. Mais je me suis laissé dire que le patron de cette boîte-là était marié, ou je ne sais pas, avec la patronne de Facebook, ou c'est le contraire. Mais donc, Facebook, il sait tout de vous. Il sait si vous êtes en forme ou pas, les médicaments que vous consommez, si votre fille est enceinte, enfin voilà. Tout ça, toutes ces données-là, vous avez aussi cliqué quelque part que vous êtes d'accord que oui, mais je voudrais savoir tel truc sur Facebook. S'il y a moyen de croiser ces données-là, là se trouve la puissance médicale. L'industrie y a accès 1000 fois plus que le système public, donc je vous engage à un certain niveau de réflexion sur la protection ou pas dans le domaine public des données génétiques, qui à mon avis aujourd'hui dépassent le but, il faut les protéger, mais pas plus que beaucoup d'autres domaines en médecine qui sont tous ultra sensibles. Je reprends les messages que j'ai tenté de vous dire maintenant. Malgré la complexité du visant, il existe des molécules uniques de notre programme génome qui suffisent, toutes seules, à causer des maladies. Ces molécules sont donc des cibles potentielles pour des traitements chez les patients qui ont la maladie génétique correspondante. Mais ces molécules sont aussi des cibles potentielles chez des patients qui présentent des formes non génétiques du même problème. Et je vous ai parlé du cas de la microcéphalie, qui n'est peut-être pas le meilleur, mais je travaille dessus et donc je vous le montre parce que je le connais. Enfin, il y aura d'importants enjeux éthiques de confidentialité
à la fois personnelle et familiale, et surtout d'accès au diagnostic, d'accès aux soins et d'inéquité surtout naturelle devant la maladie. On n'est pas tous égaux devant la maladie, c'est un truisme, mais soyons aussi attentifs à ne pas causer des problèmes encore pires en tentant d'égaliser des choses qui ne peuvent pas l'être par des approches qui nous dépassent. Ici, je mets le pied dans un de nos derniers exposés, une dernière conférence par la professeure Hurst, et donc une de ses collègues, pardon, mais donc je m'arrête là et je serai très heureux de répondre à vos questions. Merci beaucoup.